Bonjour Jean Catala. Bonjour. Vous êtes principal du collège de Plozevet dans le Finistère. J'ai bien prononcé? Plozevet. Plozevet. Vous êtes intervenu lors de la table ronde d'ouverture du colloque de la FAE consacré aux enjeux internationaux pour les professionnels de l'éducation en faisant remarquer la question du statut de l'erreur dans le système éducatif français. Nier l'erreur n'incite pas à la réflexion, dites-vous, et vous prônez le développement d'une culture de la recherche, de l'interrogation. Pouvez-vous développer cette idée ? L'idée, c'est la suivante, c'est que le système français est très focalisé sur une finalité de connaissance déjà préétablie, et donc, en fait, passe son temps plus ou moins à juger l'écart entre ce niveau de connaissance et les performances de l'élève. Et du coup, on se rend compte dans notre système que, et c'est corroboré par tous les observateurs qui sont venus jeter un œil dessus, qu'on est un des systèmes où les enfants ont le moins d'autonomie, se lancent le moins dans une dynamique de recherche et donc d'apprentissage, de peur de se tromper. On le voit dans notre catastrophique maîtrise des langues étrangères. On voit bien que les autres pays, en gros, on parle même si on fait des erreurs, et en France, on ne parle pas parce qu'on risque de faire des erreurs. Et donc, je crois qu'il y a vraiment à se poser la question de la façon dont cette focalisation sur le résultat plus que sur le processus est en train de bloquer complètement toutes les dynamiques qui pourraient être positives dans l'apprentissage des enfants. Et on le voit, par contre, il y a des initiatives qui sont intéressantes. On l'a vu dans l'introduction de la discipline des TPE en lycée, par exemple, où, pour la première fois, le système éducatif français a dit ce qui est intéressant, c'est le processus, c'est pas le résultat. C'est-à-dire qu'un élève qui choisit un sujet de TPE, qui n'aboutit pas au bout de son TPE, mais qui est capable d'analyser pourquoi il n'a pas abouti, c'est tout aussi riche, tout aussi formateur pour lui, qu'un élève qui ferait un TPE bien ficelé, où il a réussi à répondre oui ou non à la question. Et moi qui étais dans la période où j'étais professeur en lycée technique en banlieue, on travaillait déjà beaucoup sur cette dynamique de projet, et par définition, quand on faisait des manips, moi j'étais professeur dans des filières de génie électronique, on met en place, on veut élaborer un système, et à la limite c'est quand ça ne marche pas que ça devient intéressant. Parce que ça veut dire qu'on a oublié des hypothèses, et donc il n'y avait absolument pas le problème, ton système ne marche pas, c'est scandaleux, mais bien là, tout le processus qu'on voit dans les lycées professionnels et technologiques, c'est bien, ça ne marche pas. Alors comment on réfléchit, comment on mobilise des connaissances, comment on met en commun des connaissances entre les élèves et entre l'élève et l'enseignant, de façon à trouver la réponse, à retrouver ce qui se passe. Et on voit bien là que les élèves sont mis en confiance, parce que du coup, ils peuvent émettre des hypothèses, de toute façon, il n'y a pas de problème. En plus, moi j'avais la chance dans les filières électroniques, et je pense que c'est ça qui a formaté un peu ma vision de ces questions-là. Les filières électroniques, quand on fait des TP, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, puis on grille un composant qui coûtait 50 centimes de francs à l'époque. Donc quand les élèves disaient monsieur, et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je leur disais essaye et puis tu verras. Et à partir de ce que tu as observé, maintenant on réfléchit ensemble, parce que tu as observé ce que tu avais prévu, si tu ne l'as pas observé, à quoi ça peut être dû, etc. Et là, les élèves, c'est pour ça, je pense, quand on dit les pédagogies des lycées professionnels, des lycées technologiques, remettre les élèves en dynamique, c'est justement parce qu'ils ne sont pas tétanisés par cette peur, par cette espèce d'obsession du produit fini parfait, qui en plus gangrène, à mon avis, beaucoup de la réflexion, et pas que dans le champ éducatif, parce qu'une société est quand même beaucoup formée par son école. Et moi, je me suis retrouvé dans plusieurs endroits où on voit des gens qui sont dans l'obsession de dire « je vais vous fournir la pensée bouclée, aboutie, qui répond à tout », au lieu d'arriver à assumer le fait qu'ils sont dans une étape de leur réflexion, et que de proposer déjà cette étape à la discussion, à l'échange, à la réflexion, c'est tout aussi intéressant que de faire semblant qu'on a le produit fini. Et notamment, on le voit sur un champ qui est de l'actualité en ce moment, sur les processus de campagne électorale, où on voit bien le nombre de candidats ou de partis qui disent « j'ai la réponse ». Au lieu d'assumer qu'ils n'ont pas la réponse, mais par contre, ils ont envie de chercher la réponse dans une certaine dynamique et une certaine logique. Et après, d'associer de l'expertise experte, si je puis dire, mais aussi de l'expertise citoyenne, etc. Et je pense que si tout ce qui bloque, j'ai énormément de blocages de la société française, sont liés à cette histoire-là. Et moi, je l'avais vécu aussi dans ma formation de chef d'établissement, donc j'étais allé dans une PME de l'agroalimentaire du pays de Loudun, et je leur avais dit, donc j'avais fait 4 jours d'observation, j'avais assisté à des réunions de travail et tout, et c'est vraiment ce qui m'avait marqué, moi qui arrivais pourtant dans un système scolaire, moi je me disais déjà pas le pire, j'aurais dit, mais chez vous, l'erreur,
est une donnée commune à analyser ensemble. C'est-à-dire que quand il y avait un dysfonctionnement dans le processus de fabrication, c'était pas qui s'est trompé, etc. C'était comment le processus s'est trompé. C'est-à-dire, et du coup, on voyait bien qu'il y avait une très grande sérénité. Tout le monde était embêté par le fait que le processus n'ait pas marché, parce que ça veut dire des surcoûts, etc. Donc, dans des marchés concurrentiels, l'entreprise ne pouvait pas se le permettre. Mais en même temps, du coup, elle avait effectivement une vraie stratégie de on travaille sur l'erreur ensemble et on va apprendre ensemble de cette erreur qui s'est produite pour améliorer nos processus de communication, d'élaboration des normes, etc. Bon, la recherche travaille sur cette base. L'ensemble des laboratoires de recherche travaillent dans cette base. Mais alors, si on essaie de faire un transfert, vous êtes principal de collège, dans le mode de fonctionnement d'un établissement scolaire, comment vous mettez en œuvre peut-être une autre façon de donner un statut à l'erreur, de gérer l'erreur pour faire en sorte qu'elle soit profitable? Moi, je suis en train de pousser mon interrogation plus loin. Je suis en train de me poser la question du statut du savoir, en fait, au niveau collège, en tout cas. Autant je pense qu'il y a des savoirs véritablement savants quand on avance plus loin dans les études, mais j'ai l'impression quand même qu'au niveau collège, les fameux savoirs disciplinaires, je finis par me dire que bien souvent, ce sont des faux savoirs, en ce sens que ce sont... les enseignants ont appris des choses qu'ils répètent. Mais c'est des choses qu'ils n'ont pas interrogées eux-mêmes, parce que dans notre système de formation français, ça fait longtemps qu'on est dans cette espèce de répétition de savoir académique. Alors, les savoirs académiques évoluent, sont remis au bout du jour, mais on reste dans cette logique de savoir académique. À la différence, par contre, des disciplines qui s'intéressent au réel, comme justement les disciplines techniques. C'est-à-dire que là où, du coup, on est amené à interroger, à créer du vrai savoir. Mais sinon, moi, je crois qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est dans un processus de formatage, un peu d'un savoir officiel. Bon, il y a plein de travaux qui ont été faits, notamment Suzanne Citron, sur la façon dont l'enseignement de l'histoire se construit sur des mythes, etc. Et où on voit bien que finalement, ce qui manque aux enseignants, ce que n'offre pas le système de formation français aux enseignants, c'est justement cette dynamique de construction d'un savoir. Et après, la transposition d'un champ disciplinaire à un autre est facile. Une fois qu'on a fait la démarche de recherche, d'interroger un savoir, de le fabriquer soi-même, de le comparer, de le remettre en questionnement, une fois qu'on a cette dynamique-là, elle reste vraie, et elle reste vraie notamment dans le métier d'enseignant, qui nous impose chaque jour de fabriquer un savoir sur comment les enfants apprennent. Et je pense que une des interrogations du collège, très clairement à mon avis, cette difficulté à faire évoluer le système, c'est que les enseignants se trouvent, c'est un collègue qui utilise cette formule et je trouve qu'elle est très juste, il dit les enseignants ce sont des ingénieurs, c'est-à-dire ils ont un problème à résoudre dont personne ne connaît la solution. Et eux, leur demande, c'est donnez-nous la recette qui va répondre, parce qu'ils ont été, leur processus intellectuel de formation, c'était donnez-nous le savoir que je vais régurgiter. Et il faut qu'on arrive à les rassurer, de les accompagner dans ce changement de posture, qui est de dire, ok, personne ne connaît la réponse a priori de comment cet élève particulier, avec son vécu, avec sa manière d'aborder les choses, etc., va apprendre. Moi, je m'y mets. Et en plus, on retrouve là cette peur de l'erreur. C'est-à-dire que l'enseignant lui dire, je m'y mets, au moins j'aurais fait quelque chose et on verra bien les fruits que ça porte. C'est comme, je ne sais pas comment faire, je ne me lance pas. Et on voit bien que cette façon d'avoir toujours eu peur, on a grandi là-dedans en fait, de cette peur de l'erreur démasquée, du fait que si je montre mes faiblesses à l'autre parce que je ne sais pas faire, ça tétanise en fait toute une partie du corps social. Mais je pense que ça se joue effectivement à des endroits très différents. Et donc, moi, ce que j'espérais, je crois qu'on était nombreux à espérer dans la masterisation, dans la formation des enseignants, c'était pas cette masterisation telle qu'on l'a vécue, qui continue à focaliser sur les savoirs disciplinaires, mais c'est bien de dire, voilà, dans la masterisation, il doit y avoir l'introduction de cette démarche, de la formation par la recherche et à la recherche, de façon à ce qu'ensuite, transposé dans le champ de pratique professionnelle, l'enseignant soit dans cette perpétuelle réinterrogation de ses pratiques, si possible pas solitaire, parce que je crois qu'on voit bien un labo, ça marche vraiment quand ça marche collectif, une entreprise, ça marche quand ça marche collectif. Donc il faut mettre les enseignants dans cette dynamique de réinterrogation de leur construction de savoir, de façon à faire effectivement ce que j'appelle du vrai savoir. Et là, je suis très, très surpris de la façon dont on sent bien que l'identité professionnelle des enseignants se focalise sur « je maîtrise une discipline », et où moi, je l'ai vécu en tant que parent, je l'ai vécu dans de nombreux endroits, quand on gratte un peu, la maîtrise n'est pas si bonne que ça, alors que par contre, s'ils se faisaient confiance en disant « mon vrai métier, c'est pas de maîtriser ça, mais c'est de commencer à voir comment j'accompagne les enfants », ils retrouveraient du plaisir au travail, ils retrouveraient un vrai enrichissement intellectuel, etc. Mais ça passe par une phase qui est d'admettre qu'on n'est pas infaillible et d'arriver à franchir d'abord ce pas en tant qu'enseignant. Voilà. Ça ne marche pas
Je pose le fait que je n'y arrive pas à une discussion collective partagée, alors avec les corps d'inspection, avec éventuellement avec les collègues, avec l'équipe de direction. On pense qu'elle va apporter la bonne réponse, mais j'ai une interrogation. Comment on organise dans l'établissement scolaire des processus qui vont permettre d'avancer sur ces questions-là? On a beaucoup discuté ici de l'enquête PISA. Alors, cette enquête internationale mise en œuvre par l'OCDE prend de plus en plus de place, je dirais, dans le discours des politiques, mais également parmi les acteurs d'éducation. Est-ce que ces enquêtes permettent de révéler, justement, ces dysfonctionnements tels que vous les avez décrits? Les enquêtes sont intéressantes, oui, parce qu'elles révèlent. Après, elles sont très mal utilisées parce qu'on y plaque des réponses toutes faites. Les jeunes Français ont des problèmes dans la maîtrise de la langue. On va donc ramener ce qu'ils appellent aux fondamentaux. On va remettre plus de français à l'école, comme ils disent. Comme si, quand les gamins ils font l'histoire géo à l'école primaire, ils ne la faisaient pas en français. Donc, quand ils nous disent la portion congrue de l'enseignement du français, non. Par contre, oui, les enquêtes PISA ont montré, et notamment, elles ont montré quand les premières enquêtes PISA travaillaient beaucoup justement sur les connaissances. Et la France s'est trouvée en grande interrogation par rapport à ses performances le jour où les enquêtes PISA sont passées de l'évaluation des connaissances à l'évaluation de la maîtrise des compétences. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que notre système ne fonctionnait pas. Et moi, je pense qu'on s'en est rendu compte d'autant plus avec l'enquête complémentaire qui avait été faite par l'ADEPE, qui constatait que les élèves français brillants avaient en fait, qui réussissaient dans le système scolaire français correctement, avaient en fait de très bons résultats à PISA. Et les élèves français en difficulté avaient de très mauvais résultats, car non seulement ils n'avaient pas les diplômes du système français, mais ils n'acquéraient pas les compétences de base attendues par l'enquête. Et en fait, moi, mon analyse, c'est que le système français, effectivement, ne fait pas acquérir de compétences, puisqu'il se focalise sur ces savoirs-là, que du coup, les élèves qui réussissent, finalement, ils réussissent non pas sur ce qu'ils ont appris à l'école, mais sur ce qu'ils ont appris en dehors de l'école. En général, nos élèves brillants sont ceux qui travaillent le moins à l'école, parce qu'ils ont tout appris à la maison. Et du coup, l'école ne fait que valider un modèle social qui est celui qu'elle veut reproduire, mais du coup, en travaillant pas spécifiquement sur les compétences, en disant, mais voyez, il y a des élèves qui s'en sortent très bien, elle s'attribue la gloire de quelque chose qui ne dépend pas d'elle, et par contre, elle délaisse ce qui est sa vraie mission, c'est-à-dire comment on met des élèves en situation d'apprentissage et d'acquisition de compétences. Et c'est en ce sens-là que l'utilisation de PISA par les politiques serait intéressante. En même temps, c'est la logique du socle commun qui, quand même, a été la conséquence de ces interrogations, à la fois en interne de la commission Tello et ces interpellations sur les regards croisés internationaux, comme on les vit ici aujourd'hui, sur ces croisements au sein de ce colloque. Un des enseignements de l'enquête PISA, et de la dernière enquête PISA, c'est que les élèves français sont parmi les plus stressés du monde. Et vous dites, un cerveau stressé n'est pas un cerveau qui apprend, on s'en doute. Mais ce que vous avez dit sur le statut de l'erreur, explique-t-il cela ? Oui, je pense que les enfants sont dans une complète angoisse de ne pas apporter la bonne réponse au bon moment. On voit bien d'ailleurs dans les enquêtes PISA, c'est les enfants français qui ont le plus d'absence de réponse. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je tente, je pense que c'est comme ça, je ne suis pas totalement sûr, mais après tout, j'ai rien à perdre à tenter une réponse, ils sont tétanisés, puisque je ne suis pas sûr de ma réponse, je ne propose aucune réponse. Donc ce signe-là montre bien qu'on voit bien que c'est cette angoisse de se tromper, qui est pourtant consubstantielle à tout mécanisme d'apprentissage et d'approfondissement de ses connaissances, tétanise tout le monde. Et là, je crois qu'on retrouve un des indices qui montre, et c'est évident qu'un cerveau stressé, il est omnibulé par tellement de parasites qu'il est plus. L'apprentissage, ça nécessite une ouverture, et le stress, par définition, on se focalise sur où est le danger. Donc et ça, rien que ça, c'était l'intervenant de ce matin qui disait dans le modèle de l'école, la notion de convivialité est un outil véritable dans la logique de mise en confiance de l'élève qui, du coup, est disponible aux apprentissages. Merci beaucoup. Je vous en prie.